14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Les pervers narcissiques, eh bien c'est un mot terriblement à la mode. Alors certes, il semble bien qu'ils soient de plus en plus nombreux, mais il ne faut pas non plus mettre cette étiquette dès que notre partenaire est un tout petit peu manipulateur. Parce qu'après tout, manipuler un peu son ou sa partenaire, c'est pas tellement exceptionnel, c'est même, je dirais, terriblement humain. D'ailleurs, dans la séduction, il y a souvent un peu de manipulation. Donc c'est en compagnie de Jean-Charles Bouchou qui a écrit un livre maintenant presque un best-seller sur les pervers narcissiques, et bien qu'on va essayer déjà de définir à partir de quand on considère que quelqu'un est pervers narcissique et puis pourquoi on devient en tant qu'humain pervers narcissique. Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Et puis on pourra également vous expliquer pourquoi certaines personnes vont tomber dans leurs griffes, parce que c'est ce que j'apprécie particulièrement chez Jean-Charles Bouchou, c'est qu'il donne aussi sa part de responsabilité à l'autre, cette fameuse victime. Enfin et surtout, on vous donnera des pistes pour éviter leur emprise, que ce soit dans le domaine amoureux ou tout simplement dans la vie courante, parce que également dans le domaine professionnel, on peut être en proie à ce genre de personnage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de témoigner, si vous avez besoin de conseils, et pour ça vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce fameux livre Les pervers narcissiques, qui existe en poche maintenant. Oui, mais qui existe aussi dans les éditions Erol, qui est plus complet dans les éditions Erol, il est plus grand. D'accord. Ouais. Et puis je précise aussi que vous avez envie de nous parler d'un livre qui s'appelle Borderline. Ah oui. Et si on le faisait tout de suite, qu'en pensez-vous? oui, tout à fait. Alors donc c'est une jeune femme, Zoé Ababou, qui est allée dans la jungle amazonienne, et je suis allé moi aussi dans la jungle amazonienne. Elle y a rencontré des chamans, donc on avait une communauté d'intérêt ensemble, et puis j'ai vu qu'elle avait écrit un livre qu'elle a publié à compte d'auteur. Alors je me suis dit, écoute, je vais lui en acheter un, je vais lui faire plaisir. Alors, j'ai reçu ce livre, et quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, mais en plus, je vais le lire. Et là, extraordinaire. Ce livre est superbement écrit, passionnant, il nous attache du début jusqu'à la fin. Vraiment, je pensais faire l'honneur à Zoé Ababou de lui acheter un livre. En fait, c'est elle qui m'a fait l'honneur de bien vouloir me l'envoyer, et je l'en remercie. Donc c'est un très bon livre. Borderline, Zoé Ababou, on doit pouvoir le trouver sur Amazon, et si vous n'arrivez pas à le trouver, contactez-moi, je vous mettrai en contact avec elle. D'accord, et donc ça parle de son parcours? Non, pas du tout, c'est un roman, c'est une fiction. On suit un jeune couple de jumeaux sur différentes temporalités. Elle le manie, d'ailleurs, c'est très très difficile de travailler sur différentes temporalités dans un roman, et elle y arrive très bien. À chaque fois qu'on change de chapitre, on change de temporalité, et on se retrouve tout de suite. Donc ils vont descendre aux enfers dans une Amérique qui est vraiment très dure à vivre. Et comment est-ce que, c'est très philosophique aussi, ils vont arriver petit à petit à en ressortir. Ils sont d'abord passés par la drogue, et ensuite ils rencontreront les plantes entéogènes que les Indiens appellent des médecines, et que nous en France on appellerait aussi des drogues, alors que ça n'en est pas. D'accord. Borderline, donc. Zoé Ababou. En tout cas, vous nous en avez parlé avec beaucoup d'enthousiasme, et c'est vrai que ça donne envie de le lire, je reconnais. Bon, bref, revenons sur nos pervers narcissiques. Oui. Alors déjà, qu'est-ce qui définit un pervers narcissique, Moi, comme je l'ai compris, c'est quelqu'un qui se situe aux confins de la psychose, à la limite de la psychose, pardon, et qui, pour éviter de décompenser ou d'entrer plus... La psychose, c'est quand on perd un petit peu pied de la réalité. C'est ce qu'on appelle la folie. Et quand on croit que Dieu nous répond, quoi. Non, là, on est schizophrène. Oui, ou alors on est incroyant. Mais ça, c'était l'émission d'hier. Oui, je sais bien, c'est pour ça que c'est bien, parce qu'hier, on voulait parler de religion et de spiritualité. On a débordé sur les pervers narcissiques. Donc aujourd'hui, parlons des pervers narcissiques. Peut-être qu'on ira vers la religion. Enfin, non, mais on peut parler avec Dieu sans être schizophrène. On peut aller très bien. C'est s'il nous répond qu'on est schizophrène. S'il nous répond, ouais. Mais il nous répond, je suis sûr qu'il nous répond d'une manière ou d'une autre. Bref, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Voilà, vous m'avez troublé. Et donc, pour éviter de sombrer dans la folie, cette personne va employer des mécanismes de défense particuliers. Ce sont ceux-là que j'appelle les mécanismes de défense pervers narcissiques. Voilà. Alors c'est beaucoup Alors d'abord, ça commence par de la séduction. La personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, elle veut avoir une image irréprochable. Et puis à chaque fois qu'une tache va se produire sur son vernis, et encore une fois, je vous renvoie à l'émission d'hier, je l'ai proposé à une dame, il va procéder à ce qu'on appelle de l'identification projective, c'est-à-dire tu es ce que j'ai tellement peur d'être en fin de compte.
voyez ? Donc la perversion narcissique fonctionne forcément dans une relation restreinte, c'est-à-dire un couple, ou alors un employeur, ou alors ses enfants. Et donc, c'est quelqu'un qui finalement utilise l'autre à ses fins, donc comme un objet. Oui, complètement. Ils sont incapables d'altérité. Voilà. Incapables d'altérité. Moi, j'y vois les symptômes, les mécanismes de défense de la psychose, mais qui, au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet, parce qu'on peut être schizophrène tout seul dans le désert, et avoir des hallucinations et parler avec Dieu qui nous répond, mais alors que les mécanismes de défense pervers narcissiques ne peuvent se jouer que dans une relation fusionnelle. C'est-à-dire, il a besoin de l'autre. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il se retrouve seul, il retrouve vite quelqu'un d'autre. Ah oui, très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et en général, ça commence par quelque chose de très idyllique, presque parfait. Ah oui, énormément de séduction. Ouais. Donc, on parlait de drogue tout à l'heure avec le livre de Zoé. Eh ben, c'est un petit peu la même chose qui se produit. Et d'ailleurs, du côté des victimes, on les voit, c'est comme s'ils étaient addicts à leur pervers. D'ailleurs, ils disent mon pervers quand ils en parlent. Donc, quand c'est trop beau, méfiance, déjà ? Non, quand c'est trop beau, il faut le vivre pleinement. Non, mais quand c'est trop beau, c'est-à-dire quand l'autre veut nous Oui, il y a le mot « trop » dans votre phrase, peut-être. Oui, d'accord. On est d'accord. Bon, donc déjà, ça, c'est un indice. Ensuite, quand l'autre nous accuse et commence à nous dévaloriser, à nous humilier... C'est pas normal. C'est pas normal. Attention, prudence, méfiance. Et puis si on fait bien attention, on s'aperçoit que les reproches qui nous sont faits, la personne qui nous les fait ferait bien de se les faire à elle-même. Exactement. Peut-être aussi, est-ce que c'est pas un indice quand vous rencontrez quelqu'un, ça paraît donc trop beau déjà, et puis qu'en plus vous faites un peu vous le questionnez un peu, vous réalisez qu'il n'a pas vraiment d'amis, qu'il a aucun bon contact avec ses ex. Tout ça, c'est prudence, non ? Oui, bien sûr, ce sont des indices. Mais le premier indice, et c'est là où je veux vous proposer de travailler, c'est qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que le sujet, c'est vous. Moi, on me demande souvent de parler des pervers narcissiques, mais je préférerais presque parler des victimes. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un me parle mal et que je n'en tiens pas compte ? Parce qu'on va arriver à un moment donné à dire... Oui, mais là, c'est déjà la deuxième phase. On a été séduit, donc on est déjà dans la nostalgie des bons moments et on peut C'est comme si l'autre se rendait propriétaire de mon image. C'est-à-dire qu'au début, il m'a dit que j'étais beau, que j'étais gentil, que j'étais intelligent et sympathique. Ça. Et puis, à un moment donné, il commence à me dévaloriser. Et donc, je vais tout mettre en œuvre pour revenir à la situation première. Mais vous savez, les drogués disent la même chose s'agissant de l'héroïne, par exemple. La première fois que j'en ai pris, c'était magnifique. Et depuis, j'essaie d'en reprendre encore et encore pour revivre la même chose. Oui, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est des gens à ne pas tomber dans leurs griffes. Donc il faut se reconnecter à soi-même. Je pense que les victimes sont déconnectées d'elles-mêmes. Parce que normalement, si quelqu'un me parle mal, stop, j'arrête la relation. Oui, mais au début, il ne nous parle pas mal, justement. C'est ça le problème. Le problème, il vient ensuite quand il commencera à mal me parler, oui. Oui, mais si on est déjà amoureuse, accro, parce qu'il nous a complètement séduite. J'en suis arrivé à la conclusion qu'on est addict à la hauteur de ce que l'autre ne nous donne pas. Et ce vide qu'on rencontre en face de nous, on le remplit d'un fantasme. Oui, mais Jean-Charles Bouchou, j'entends ce que vous dites, mais c'est quand même déjà un peu compliqué pour les gens qui nous écoutent, que tout le monde puisse entendre ce que vous êtes en train de dire là. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Moi, souvent, on me pose la question, comment on reconnaît un pervers narcissique ? Et je dis à la personne, quand on se sent mal. Quand on se sent mal, puis peut-être même qu'il n'est pas pervers narcissique, mais il n'empêche que je me sens mal. Donc se reconnecter à soi-même et trouver le lien entre soi et soi. Oui, mais encore une fois, puisqu'au début c'est tout beau, tout merveilleux, on y croit. Oui. Vous savez bien que les femmes adorent les princes charmants. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elles avaient un clitoris dans l'oreille. Oui, c'est vrai ça ? Vous me confirmez ? Elles en ont deux même, puisqu'elles ont deux oreilles. Oui. Non, mais vous voyez, est-ce que quelque part, c'est pas aussi une trop grande attente de ce que l'amour peut nous apporter ? Oui, il y a quelque chose d'idéalisé. Alors, effectivement, pour s'en sortir, il faudra accepter de se désidéaliser soi-même et de désidéaliser l'autre. Mais même dans une relation normale, je veux dire, je suis amoureux de quelqu'un, ah oui, je l'idéalise, puis petit à petit, je vais m'apercevoir que non, l'autre est décevant. Et j'ai envie de dire, moi aussi, je suis décevant par nature. Il faut l'accepter, ça. Il y a peut-être quelque chose du côté du déni chez la victime aussi, qui n'accepte pas de s'apercevoir qu'elle s'est trompée tout simplement ou qu'elle a été trompée. Oui, parce que moi ce que j'ai quand même remarqué, c'est que parfois nous avons des auditeurs qui appellent et qui demandent des conseils parce que leur meilleur ami ou leur fille ou leur fils est sous l'emprise d'un pervers narcissique. C'est une autre question. Et
Je leur dis, soyez présents quand il va enfin ouvrir les yeux, mais de toute façon, tant qu'il est... Faut rien faire. vous ne pouvez rien faire, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un des mécanismes de défense pervers narcissique, c'est l'isolation. On va vous isoler en vous disant tes parents ils valent rien, tes amis je les aime pas, et petit à petit vous vous coupez de votre entourage. Donc si vous faites partie de l'entourage d'une personne comme ça, envoyez-lui un mot très simple. Vous lui dites, j'ai remarqué que tu t'étais éloigné de moi, je respecte ton choix, sache que si un jour tu reviens vers moi, la porte sera toujours ouverte. Et là, vous allez... Parce que beaucoup de personnes qui tentent de sortir des griffes d'un pervers narcissique n'osent plus reprendre contact avec leur entourage parce que justement, ils ont posé de la distance à un moment. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Mais évitez de dire, attention, ton compagnon, ta compagne est pervers, parce qu'il y a un mécanisme de défense qui se met en place qui fait qu'on va défendre son compagnon ou sa compagne. Et qu'on va être encore plus accro, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Fabrice Bach? J'aime bien d'ailleurs comment il explique qu'on devient pervers narcissique. Il dit c'est souvent des personnes fragiles, qui tiennent debout grâce aux autres. Oui, et grâce à leur mécanisme. Bien sûr, ce sont des enfants qui, à partir de l'âge de 2 ans, psychiquement, n'ont pas plus évolué que ça. C'est des enfants de 2 ans. On va pas se raconter d'histoire. Et est-ce que c'est dû à certains membres de la famille? Est-ce que alors là, ou est-ce que c'est biologique? On va s'opposer les uns les autres. Certains diront que c'est génétique, que la schizophrénie par exemple est génétique. D'autres diront qu'il y a eu sans doute un traumatisme qui fait que l'enfant n'a pas pu évoluer plus. Il a peut-être été maltraité. Et attention, la maltraitance, ça peut être trop d'attention donnée à l'enfant aussi. Oui, l'enfant roi, bien sûr. L'enfant roi. Oui. Et ce que dit aussi Fabrice Bach, je trouve assez intéressant, c'est que c'est souvent des gens qui ont été coupés de leurs émotions et puis qui tout d'un coup découvrent, en humiliant l'autre, etc., qu'ils éprouvent, qu'ils ressentent quelque chose. Et du coup, ils se jettent dans ce mécanisme-là. À ce moment-là, on devrait parler de sadiques narcissiques, c'est-à-dire qu'ils jouissent de la souffrance qu'ils font subir aux autres. Oui. Vous êtes d'accord aussi. Et puis peut-être qu'on aura le temps de l'évoquer pendant l'émission. Mais il existe aussi des personnes qui emploient ponctuellement des mécanismes de défense pervers narcissique pour éviter justement, comme je le disais tout à l'heure, de décompenser qui ne sont pas, en psychose, puis qui ensuite, une fois qu'ils reviennent, présentent des excuses. Oui. Ça existe. On peut avoir des petites tendances pervers narcissiques sans être pour autant un grand pervers narcissique. Exactement. Bon, en tout cas, c'est à vous maintenant de prendre la parole sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou et nous évoquons les PN. C'est drôle. C'est passé à la mode. C'est passé à la mode, c'est incroyable. Pervers narcissique, les PN. Moi, la première fois qu'on m'a dit je suis avec un PN, j'ai regardé la personne, je me suis demandé c'est quoi ça? Et j'ai découvert, voilà. Bonjour Katia. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous de témoigner. Alors, vous avez rencontré quelqu'un très jeune. Oui, alors, j'ai rencontré donc le père de mes 2 premiers enfants, j'avais 15 ans. Voilà. Et donc, je me pose la question encore aujourd'hui de savoir si on peut le décrire comme un pervers narcissique. Alors, j'ai entendu ce terme lors d'une audition. Enfin voilà, c'est mon avocate qui a précisé que j'étais victime d'un pervers narcissique. Alors, pour vous éclairer un petit peu, je vais remonter, on va dire, à peu près une vingtaine d'années en arrière. Voilà. Donc, je l'ai rencontré lors d'une fête de village. Donc, il m'avait l'air vraiment gentil. Enfin, j'avais pas l'impression qu'il était méchant ou quoi que ce soit. Et je peux pas dire, par contre, que j'ai été séduite ni charmée. Mais je sais pas, j'ai été attirée comme si, je sais pas, il portait toute la misère sur ses épaules et je sais pas, j'avais envie d'aller vers lui pour être gentille. Non, un peu sauveuse, comme on en parlait. C'est exactement ça, oui. Oui, mais voilà, pas séduite, parce que... Ce qui laisse à penser déjà que c'est pas un vrai pervers narcissique, parce que c'est généralement... Voilà. C'est certainement quelqu'un de pas très net, mais... Oui, on va voir. Katia va nous en dire plus. Voilà. Après, donc j'ai su par la suite qu'il consommait beaucoup de drogue. Donc, quand je l'ai connu, donc il était drogué, clairement. Il avait un sourire, on va dire,
nié, mais c'était certainement il planait un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, donc on a commencé une relation, on va dire, comme tous les jeunes, on va dire de 15 ans, on se voyait de temps en temps. Et il était très jeune aussi? Alors 20 ans, lui. D'accord. Oui. Voilà. 20 ans après, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément très confiance en moi, je me sentais pas forcément très jolie, mais voilà, j'étais contente, j'avais un amoureux, moi je rêvais vraiment du prince charmant, donc même si je ne vivais pas des moments heureux spécialement avec lui, parce que comment dire, il était oppressant dès le début, c'est-à-dire que il me donnait des ordres. Tu ne dois pas te maquiller. Jaloux, donc voilà, dès le début. Hein. Oui, d'accord. Dès le début, tu ne dois pas te maquiller. Tes copines, elles sont pas bien pour toi. Il faut que tu restes avec moi. Enfin, voilà. Oui, l'isolation. On en parlait tout à l'heure. L'isolation, c'est ça. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en conflit directement avec mes frères, parce que c'était un ami d'un de mes grands frères. Donc, il ne voulait absolument pas que je fréquente ses amis. Donc, on va dire qu'au niveau famille, ça a été compliqué, parce que donc il y avait des disputes avec mes frères. Enfin, voilà. Donc, le climat à la maison n'était pas bon. Et du coup, c'était mon sauveur. Ça allait pas à la maison, donc j'allais partir avec lui. Donc ça allait aller, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai fugué très jeune. Je devais avoir 16 ans à peine. J'ai fugué pour le rejoindre. Et là, ça a été le début clairement de l'enfer. Ouais, mais de l'enfer totalement, parce que il m'a totalement isolée. Il m'a totalement isolée. C'était. Pourtant, vous aviez 16 ans, donc vous n'étiez pas majeur. C'est surprenant que vos parents n'aient pas vous aient pas récupéré quand même. Là, il y a. Alors, ouais, mais ils ont tenté, mais je suis tombée enceinte du coup. D'accord. Voilà, à 17 ans. Je suis tombée enceinte à 17 ans. Après, j'ai fait des allers-retours. Ça n'empêche pas que vous étiez encore mineur. Oui, je sais. Ouais. Ils vous ont pas protégé quand même quelque part. Moi, je donne l'info comme ça à ceux qui nous écoutent. Cathy, il n'y a pas de jugement de ma part vis-à-vis de vous, bien sûr. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que dans tous les cas, je ne voulais pas rentrer. J'ai bien compris. Voilà. Et vous avez peut-être inconsciemment vous êtes arrangé pour tomber enceinte pour pouvoir justifier de rester avec lui. Même si c'était pas consciente, mais bon, qu'importe. Et donc là, c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Alors, donc tout est contrôlé, c'est-à-dire que je pouvais pas aller faire les courses sans que il vérifie le temps que je mettais. Tout était contrôlé. J'avais sans cesse peur. Une jalousie pathologique, quoi. C'est ça. Oui, on trouve un trait paranoïaque là, dans ses agirs. Quelque chose de l'ordre de la paranoïa. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les mécanismes de défense psychotique qui sont exprimés dans la relation. Par exemple, une anecdote, il était tellement jaloux que si il y avait à la télévision, je sais pas, un bel homme. Un bel homme, il éteignait la télé, c'était des crises, tu le regardes, tu le préfères. C'était vraiment des grosses crises. Un grand malade, oui. Des grosses crises, voilà. Après, je devais baisser la tête à chaque fois qu'on sortait, parce qu'autrement, je savais que... il fallait vous voiler. Ouais, clairement. Il fallait que je baisse la tête, parce qu'autrement, ça voulait dire que je regarde les autres. En fait, à chaque fois qu'il y avait un homme, c'était clair que je le voulais, quoi. Je le désirais, alors que absolument pas. Et ça a été pire quand à la naissance de votre enfant? Alors, j'ai commencé à avoir des coups pendant ma grossesse. Parce que j'étais contente. Vous étiez contente de quoi? J'étais contente d'être enceinte. Je me suis dit, moi j'ai eu un papa extraordinaire, très respectueux, et je me suis dit,
obligatoirement, le fait que vous soyez enceinte, il va changer. Ah oui, moi j'avais vraiment l'intime conviction que le fait de devenir père allait le changer. Oui, vous savez, quand on a 17 ans, on a les repères de sa famille. Hein. Ouais, on n'a pas d'autres repères, malheureusement. Mais pourtant, le foyer, vous aviez envie de le quitter, vous avez dit tout à l'heure. Hein. Oui, mais parce que là, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'avec mon plus grand frère, c'était compliqué. Ouais. Voilà, c'était compliqué parce que il avait déjà, on va dire, à peu près les mêmes traits de caractère. Il était possessif avec moi. Voilà. Oui, il était aussi dans l'emprise. Oui. Donc je pense que c'est lié, mais c'est ce que j'ai compris par la suite, sincèrement. Ouais. Voilà, pour moi c'était logique qu'on se comporte comme ça avec moi, puisque je l'avais déjà clairement vécu avec mon plus grand frère. C'est ça qui est terrible en fait, parce que pourquoi on reste, on se posait la question tout à l'heure, mais certaines personnes restent parce qu'ils pensent que c'est normal. Une gamine de 17 ans qui a vécu l'emprise avec son grand frère, elle vit l'emprise avec son nouveau copain, et elle se dit c'est comme ça que ça marche la vie. C'est ça. Ouais. C'est ça, et du coup, je suis tombée enceinte. Les premiers coups, c'est des allers-retours chez mes parents. Mais je revenais parce que il avait ce comportement, on va dire, de victime qui me faisait revenir à chaque fois. Il trouvait toujours des excuses, on va dire, valables à mes yeux. C'est le chaud et froid, quoi. Tout à l'heure, on a évoqué que ça commençait par de la séduction. Eh bien, se positionner en victime, c'est une sorte de séduction négative. C'est comme je suis une pauvre victime, tu vas t'occuper de moi. Vous voyez, c'est pas la belle séduction il aurait pu arriver avec son beau cheval blanc et vous dire que vous étiez la personne la plus merveilleuse du monde. Non, lui, il se pose en victime et il allume chez vous sûrement vous l'avez déjà dit, Brigitte, la fibre du sauveur. Moi, je vais le sauver. Oui. J'ai ressenti ça, sincèrement. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, vous êtes, on va vous quitter un petit court instant, Katia, on vous retrouve tout de suite, et puis vous allez nous dire comment ça s'est terminé, suite, parce que voilà, c'est important que je vous résume, quelques mots. Je voudrais pas non plus trop prendre la parole, mais j'avais vraiment un message, s'il vous plaît, à faire passer. Oui, on vous la redonne dans un instant, la parole. Parfait. Katia, restez avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou. Nous reprendrons notre Sexy News dans un instant. On va continuer avec Katia qui nous raconte son parcours. Moi, vous voyez, Jean-Charles Bouchou, ça fait des années que je fais cette émission et j'entends des témoignages qui me font vraiment penser que ça n'évolue pas beaucoup l'humanité finalement, et que ce que nous raconte Katia, on croit que ça existe dans les films uniquement, mais ça existe ou dans les pays lointains. Oui. Les étrangers sont étranges. Mais en fait, ça se fait chez nous et on s'en aperçoit même pas, bien sûr. Et oui, parce que Katia, donc des coups lors de votre première grossesse. Quand vous dites votre première, c'est qu'il y en a eu une autre, j'imagine, ou d'autres. Oui, effectivement. Alors, donc des coups, je suis partie, je faisais des allers-retours parce que j'avais quand même, comment dire, confiance, mais je revenais. Je peux pas vraiment l'expliquer pourquoi. Et vous parliez pas à vos parents des coups que vous receviez? Vous n'avez pas demandé à votre père, qui visiblement était quand même bienveillant pour vous? Vous n'avez pas pu lui en parler? Vous aviez honte? C'est pour les autres que je pose ces questions, Cathy. C'est pas pour vous. C'est là où j'étais. Là, aujourd'hui, je peux le dire parce que je le comprends, mais j'étais vraiment pas moi-même. Je veux dire, l'important, pour moi, c'était là, à ce moment-là, quand je partais, c'était de protéger mon enfant. J'avais quand même ça en tête, mais j'avais également dans la tête, je sais pas si c'était de l'amour ou je sais pas, l'emprise, mais je ne voulais pas non plus le nuire. C'est ça, et le dénoncer à votre père, ça aurait été... C'est ça, exactement. Donc je partais parce que je voulais protéger mon enfant. Donc j'avais cet amour pour mon enfant déjà, même si il n'était pas encore là, mais j'avais déjà cette la peur de le perdre à cause des coups, par exemple. Exactement. Oui, c'était des coups très 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 violents. Voilà. Et donc il y a eu un temps calme quand même jusqu'à cet accouchement qui a été tellement dramatique, mais franchement, c'est impensable de vivre ça. Quand je le raconte, j'ai l'impression que c'est même pas moi qui ai vécu ça, parce que je me dis comment on peut faire vivre ça avec quelqu'un. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est un peu l'émotion. Du coup,
Normalement, c'est un jour extrêmement heureux. Je me disais qu'il allait partager ça avec moi. Et ce jour-là, le jour du départ de la maternité, j'avais donc la petite derrière avec moi. Et on devait rejoindre mes parents. Mais il n'était pas informé de ça. Donc il a fait une grosse crise de jalousie, disant que c'était à lui de s'occuper de son enfant, qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas à être là, ils allaient accaparer l'enfant. Et il a fermé les portes, il faisait très chaud en plus. La petite, elle hurlait. Lui, il tapait dans tous les sens, il me mordait, il hurlait. Enfin, c'était une grosse crise, quoi. Oui, en plein délire, quoi. Et ensuite, parce qu'il était jaloux. Et ensuite, il s'est calmé. Mes parents, on va essayer de faire un peu plus rapidement quand même, Katia, parce que malheureusement, vous pourrez écrire votre histoire. Hein. Je pense ça peut vous faire du bien, mais pour l'antenne, on est obligé un petit peu. Voilà, ce que je voulais juste préciser, c'est que je suis restée 13 ans avec lui. J'ai eu également un deuxième enfant. Il y a eu des temps, on va dire, calmes, mais j'étais vraiment pas moi-même. J'étais mère, mais franchement... Mais est-ce qu'on pourrait dire que vous étiez comme un animal apeuré, quoi, en fait? Oui, c'est ça. Hein, exactement. Tellement peur de ce que ça... Dans la peur, mais... je ne sais pas comment l'expliquer réellement, mais... Non, mais vous étiez en plus très jeune, vous aviez connu un frère... tout ça, ça peut se comprendre. Hein, on met du temps à devenir adulte et vous partiez pas avec un bagage très, très facile. Mais il y a réellement eu un avant et un après. Et qu'est-ce qui vous a fait aujourd'hui n'est pas du tout la femme que j'étais. Et puis je suppose que vous avez travaillé sur tout ça. Quel a été le déclic qui vous fait partir? Alors, ce qui m'a fait partir, ça s'est fait en 2 étapes. C'est-à-dire que la première fois que j'ai voulu partir, c'était, mais alors vraiment totalement détruite. C'est-à-dire que à ce moment-là, limite, je laissais les enfants parce que c'était moi qui étais la dernière des dernières. Il avait vraiment réussi à tellement me faire perdre confiance en moi. Je n'arrive même plus à prendre mes enfants dans les bras. C'était hyper compliqué. J'étais mal, je me sentais sale, j'étais vraiment très très mal. Donc je partais limite pour faire une crise d'adolescence. Enfin, j'en sais rien. Je voulais sortir avec des copines. Enfin, je sais pas trop ce qui m'a pris à ce peut-être un moment-là. instinct de survie. Hein. C'est ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé donc à travailler et j'ai rencontré une dame qui avait l'âge de ma mère. Elle faisait de la sophrologie, un petit peu plein de choses et qui vous a ouvert les yeux. Ce qu'elle a fait sur moi à ce moment-là, je sais pas, c'est comme une sorte de déclic où j'ai pris conscience que il ne fallait pas que je parte comme ça, que j'avais quelque chose à comprendre avant. Il ne fallait pas. À ce moment-là, c'est le déclic que j'ai eu. Sans vraiment ouvrir les yeux sur lui. Donc, c'est comme si j'avais un sentiment de nouveau d'amour pour lui, pour mes enfants. Enfin, j'étais beaucoup plus apaisée. Et je me suis dit, je vais encore laisser une chance. Dans tous les cas... et là ça fait combien d'années que vous êtes partie, Katia? Ça fait 13 ans. Je crois qu'il y a encore un travail à faire. Hein. Oui, bien sûr. Mais alors, la question qu'elle vous posait, c'est est-ce un pervers narcissique? Mais on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'en aille loin, quoi. C'est ça la réponse. La réponse, c'est pas de savoir... Parce que se demander si c'est un pervers narcissique, c'est encore s'intéresser à lui. Moi, la personne qui m'intéresse, c'est vous, Katia. Oui. Vous voyez, donc à un moment donné, ce qu'on s'aperçoit dans l'histoire de Katia, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, à deux, nous faisons qu'un, ils ont créé une relation fusionnelle. Et dans cette relation fusionnelle, le compagnon l'oblige à s'éloigner des gens qu'il aime. Donc, il n'y a plus la présence du tiers. Et quand vous lui demandiez comment est-ce qu'elle s'en est sortie, elle s'en est sortie quand une personne, une sophrologue, est venue faire tiers. C'est comme ça qu'on sort d'une relation avec quelqu'un comme ça, c'est qu'on trouve un tiers qui va nous aider. Et à la limite, l'émission radio fait tiers. Quand vous faites une émission comme ça, il y a des gens qui l'entendent, qui prennent conscience, mais on a besoin du tiers pour sortir de la fusion. Et c'est ça qui vous est arrivé, Katia. C'est ça. Et donc du coup, je suis repartie pendant 9 mois. C'est assez étrange, c'est le temps d'une grossesse. Ouais. Et là,
j'ai vécu des violences mais extrêmes, comme vraiment. C'est-à-dire que le jour où je suis partie avec mes 2 enfants, c'est en urgence parce qu'il était en train de m'étrangler et j'ai perdu connaissance. Donc mes enfants ont crié, donc du coup je sais pas comment ça s'est passé. J'ai repris connaissance et on est parti avec juste rien du tout. On était livrés. Il fallait. Oui, voilà, c'est ça. C'était votre vie et puis vos enfants qui auraient pu vous voir être tués par leur père. C'est intéressant quand même qu'après ça, on a encore besoin de se poser la question, est-ce que j'ai eu affaire à un pervers narcissique ? Qu'est-ce que ça vient ? C'est une tentative de rationalisation de la chose qui s'est produite. Si vous voulez une étiquette à lui mettre sur le front, c'est un psychopathe. Mais peu importe, quoi. Ce qui est important, c'est de prendre de la distance. Et ça, vous l'avez fait, c'est ça qui est bien. Je l'ai fait et je me suis... Après, voilà, et c'est là où le combat, on va dire, a commencé, où vraiment, j'ai essayé de toutes mes forces de l'éloigner, parce qu'il fallait, pour faire court, ma fille a fait une tentative de suicide parce qu'elle ne voulait surtout pas avoir de lien avec son père. Surtout pas, elle ne voulait pas retourner le voir, etc. Elle a dénoncé des attouchements sexuels, elle a dénoncé des violences, etc. Tout ça, j'étais à des kilomètres de me douter qu'il faisait ça. Vraiment. Autant je me disais, il est trop jaloux, il est trop possessif. Mais jamais, au grand jamais, j'ai imaginé ça, quoi. Vraiment. Pour moi, c'était que dans les films, ça c'est clair. Donc elle a dénoncé ça et à ce moment-là, mais là c'était plus du tout. Il fallait que je l'éloigne. Ouais, mais vous voyez, c'est ça qu'il a. Katia, et là où je suis devenue mère pour moi. Ça, oui, mais Katia, c'est juste que il faudra un jour que vous compreniez qu'il faut se respecter d'abord soi-même, parce qu'au fond, vous avez pris vraiment l'initiative de l'éloigner que pour votre fille. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est ça parce que les choses sont à l'envers. C'est l'enfant est venu faire tiers entre vous deux, alors que normalement c'est le parent qui fait tiers entre le désir de l'enfant et l'autre parent. Mais ça, c'est maintenant que je le comprends. Bon. Parce qu'il fallait que je me batte pour mes enfants. Et d'ailleurs, ce que je voulais aussi préciser, c'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai été devant les tribunaux expliquant que mes enfants ne voulaient absolument pas avoir de contact avec. Oui, mais ça, c'est aussi une chose que je répète sans arrêt. Devant les tribunaux, il vous faut des preuves. Et les pervers narcissiques, les psychopathes, ils ont toujours une heure d'avance sur vous. Donc, préparez vos dossiers, parce que sinon, vous vous faites rétamer devant le juge, tout simplement parce que le juge, il a 2 personnes. Et il y en a une des 2 qui ment, mais il va croire celui qui a le plus de preuves qui tiennent la route. Voilà. Donc Katia, je crois que vous avez besoin encore de bien vous faire aider. Je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de ce traumatisme qui, certes, on peut le comprendre, est particulièrement grave. Merci en tout cas de votre témoignage. On va continuer avec notre Sexy News avec un peu de retard, excusez-nous. Philippe Renaud, bonjour. Bonjour Brigitte, oui, on était dans un témoignage à la fois bouleversant, mais qui nous montre que c'est une réalité qui existe, qu'on est au niveau clinique et qu'on est amené à voir, bien sûr. Et qu'on est entouré voilà. Et c'est bien, c'est peut-être aussi grâce à ce genre de témoignage que certains, là, qui nous écoutent, ont une petite étincelle, une petite lueur. Bien sûr. Vous êtes psychiatre, donc... Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec le diagnostic de Jean-Charles Bouchou ? Tout à fait. Il y a des traits, on va pas faire de la clinique psychiatrique, mais il y a beaucoup de traits. Alors, on a le fait d'être sous emprise empêche beaucoup de réactions. Et puis c'est très vrai que dans un premier temps, la personne s'oublie sous emprise. Et ce n'est que quand, ses enfants sont menacés, alors là, il y a un autre sursaut. Mais c'est très important parce que je crois que tous les auditeurs, les auditrices peuvent peut-être avoir des déclics et permettre de réagir. Oui, c'est bien. Alors vous nous parlez d'une nouvelle censure, encore une Encore une fois, parce que Brigitte, écoutez, c'est pas terminé. Je crois qu'il y a 15 jours, j'ai parlé de nouvelle censure. Et j'ai récemment évoqué, vous vous souvenez, une censure littéraire de ce qu'on appelle aujourd'hui les relecteurs de sensibilité. Oh, oui. Alors c'est quelque chose qui existe beaucoup aux États-Unis, mais qui commence à exister un peu partout. Il faut y faire très attention, mais c'est en marche. Et je veux souligner ici que cette censure, elle n'est pas que dans la littérature.
Elle s'applique aujourd'hui et elle est associée à la woke culture qui prétend revisiter la création des siècles passés et qui s'attaque aussi à la création plastique, dessin, peinture, sculpture. Avec toujours la même obsession, débusquer ce qui peut blesser telle ou telle catégorie de la population, ceci dans un déni du recul du temps, c'est-à-dire des différences de mentalité suivant les cultures et les époques. Alors l'un des monuments auxquels ces attaques se sont récemment attaquées, vous l'avez peut-être entendu, c'est Pablo Picasso. Oui, j'ai entendu On ça. connaît l'importance des femmes de Picasso dans sa vie, dans son œuvre, ses compagnes, ses muses, ses modèles. Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Jacqueline, il y en a beaucoup d'autres. Hein. On connaît aussi sa personnalité dominatrice et certainement avec des traits exagérés qui sont aujourd'hui inacceptables. Oui, Qu'il était également, et d'ailleurs ça a été dénoncé, mais qui concourait certainement à sa création. Le mouvement néo-féministe actuel incite à se détourner de son œuvre en raison de son comportement avec les femmes et le déclarant d'une misogynie extrême. C'est pas faux. Qu'elle s'inquiète pas, elles n'ont pas les moyens d'acheter un Picasso, de toute façon. Est-ce que ça altère le niveau de sa création? Personnellement, je sépare l'homme et à ce moment-là, c'est exactement la même façon. Mais vous savez, il va falloir renoncer à tout ce qu'a inventé Einstein, hein, parce qu'il n'était pas bien non plus avec sa femme. Hein. Donc, renonçons à la bombe atomique alors. Oui, celle-là, oui, mais il a quand même, grâce à lui, on soigne des cancers, etc. Mais il était abominable, sa fille a dénoncé, c'était quelqu'un d'abject dans sa vie privée, bien sûr. Et un génie au niveau de sa création. De la même façon, séparer l'œuvre, c'est par exemple chez Céline, personnage abject, surtout dans la deuxième partie de sa vie, mais c'est quand même l'un des plus grands écrivains du XXe siècle qui a transformé la littérature. Alors, il y a un site qui s'appelle Sens Critique, qui attribue le qualificatif de mal toxique aux auteurs littéraires misogynes, dénonçant par exemple Voltaire comme misogyne, homophobe, non mais remettons Voltaire dans son époque, non, c'est insupportable. À proscrire de toute lecture. Alors de même, j'ai trouvé un autre site qui s'appelle topito.com. Alors vous pouvez y aller, les auditeurs, les auditrices, qui édite le top 10 des peintures sexistes et misogynes, comprenant alors l'origine du monde, Gabriel Destré. L'origine du monde sexiste. C'est insupportable de montrer de cette façon-là, vous allez voir où j'en viens. Gabriel Destré et sa sœur, qui lui pincent le sein, et elles sont toutes les deux, le buste dégarni. Je connais bien. Alors que cette peinture est emblématique du XVIe siècle, est un exemple d'émancipation féminine à l'époque. Ou encore le Déjeuner sur l'herbe de Manet, qui est bien sûr sexiste pour nos yeux du XXIe siècle, très révisionniste, mais certainement progressiste pour la libération des mœurs du XIXe. On ne peut qu'être surpris dans les sites que je suis allé visiter, car ce ne sont pas les critiques artistiques qui connaissent et qui peuvent discuter, dialoguer, par le manque de culture de ces nouveaux censeurs, qui pratiquent le révisionnisme sans trop connaître le contexte historique. Enfin, alors cerise sur le gâteau de cette woke culture en marche qui nous vient des USA, en Floride, un parent d'élève vient de porter plainte contre l'établissement scolaire de ses enfants et ça a été extrêmement grave parce que le proviseur a dû démissionner et le procès est en cours. Vous allez voir pourquoi. Elle portait plainte contre l'établissement scolaire de ses enfants à qui l'enseignant avait fait étudier la statue de David de Michel-Ange et la naissance de Vénus de Botticelli, estimant que ses enfants avaient été exposés à des contenus pornographiques, étant donné que les parties génitales étaient représentées. La polémique est très importante aux États-Unis. Il faut dire que c'est dans un État en Floride où une loi interdit désormais l'enseignement d'éducation à la sexualité et de l'identité de genre. Ces faits sont loin d'être anecdotiques et je dirais qu'à mon sens, ils sont les marqueurs d'une nouvelle morale qui tente d'imposer son inculture, et j'insiste là-dessus, car la plupart du temps, ces censeurs n'ont pas la culture nécessaire et le recul qui permet de comprendre
que, bien entendu, il y a eu des tas d'attitudes inacceptables et qui le sont encore aujourd'hui. Mais par contre, on doit replacer les choses. Bah oui. Il y a une époque où on mariait les jeunes filles de 12-13 ans. Bien entendu, oui. C'était comme ça. Et voilà. Et bien sûr que ça paraît inacceptable aujourd'hui. Mais alors c'est totalement inacceptable. Mais à l'époque, c'était habituel. Bien sûr. Bien sûr. Mais justement, Philippe Bruneau, vous serez avec nous la semaine prochaine pendant 2 heures et on va aborder ce sujet. Comment se construit la sexualité? On va essayer d'élever un petit peu le débat. Hein. Avec plaisir. On a du boulot pour que justement on ne devienne pas trop censeur, parce que ça me... Bon, mais de toute façon... le manque de culture, c'est un petit peu un des fléaux, je trouve, de notre époque actuelle, Jean-Charles Bouchot. Oui, ça fait peur même. Ouais. Quand on va se promener sur les réseaux sociaux, c'est assez inquiétant. Ouais, tout le monde peut dire n'importe quoi, vociférer sa haine. Et parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est forcément vrai. C'est un peu inquiétant, oui. C'est même très inquiétant. Et en général de façon anonyme. Bah oui. Avec un pseudo, Oui, aussi, oui, bien sûr. C'est encore plus facile. Et ben nous, on parle vrai et à visage découvert. Voilà, sur Sud Radio. Merci beaucoup, avec Philippe Bruneau. Et puis, on vous retrouve donc, je l'ai dit, vendredi prochain. Tout de suite, on fait une petite pause et on revient sur les PN. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, nous évoquons les pervers narcissiques et on vous invite évidemment à réagir. Et c'est Jacqueline qui est avec nous. Bonjour Jacqueline. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Jacqueline. Donc vous êtes mariée oui. Actuellement à quelqu'un que vous pensez être pervers narcissique, c'est bien ça ? Je le pense, oui, parce que ça fait maintenant 17 ans que je suis mariée. On s'est connus pendant 4 ans où on a vécu... moi, je suis de la région de Toulouse et lui des Vosges. Et donc, on s'est côtoyés un petit peu comme ça. Et puis, il a pu descendre sur Toulouse. Moi, j'ai été très, très amoureuse dès le départ. Lui, je sais pas. Aujourd'hui, j'en doute. Je pense qu'il avait trouvé sa victime parce que je suis... j'ai été prête à faire tout pour lui et à me mettre en 4 à chaque fois qu'il me demandait quelque chose. Il a essayé de m'isoler de ma famille, mais il y a réussi, on va dire, d'un certain côté, puisqu'il me demandait toujours de faire des efforts, de partir avec lui, de ne pas être en famille de mon côté. Donc ça a été très très compliqué. J'ai pas vu au départ que il me manipulait, et quand on est amoureux, je crois qu'on voit pas tout ça. On voit pas. Donc on se raconte une histoire. Parce que là, moi j'entends, il se comportait pas très bien et vous étiez amoureuse, donc vous étiez raconté une histoire. Je me suis raconté l'histoire, oui. Alors au départ, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il m'a mis le tapis rouge. C'était je suis la meilleure, je suis parfaite, on est complémentaires, on est fait pour vivre ensemble, on se correspond, on aime le sport, on aime tout. Enfin, tout était. J'étais la meilleure, j'étais sur un piédestal. Et puis petit à petit. Les critiques ont commencé du style tu ne m'écoutes pas, cette tenue que tu achètes là c'est pas bien, ou tu pourrais te coiffer mieux, ou Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience, je crois en effet qu'en tout cas il a des traits de ce genre, bien sûr, et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous appeler justement? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui m'a détruite. Il a réussi à, à m'enlever ma personnalité. Oui, il a éteint votre lumière en quelque sorte, hein, Jacqueline. Oui. Alors, je dirais, j'ai été malade, j'ai eu un cancer il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose il y a eu une déclic. J'ai eu l'impression qu'effectivement, je ne le voyais plus de la même façon, parce qu'il ne m'a pas porté, il ne m'a pas soutenu comme je l'aurais souhaité. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la personne que j'avais rencontrée et en qui je croyais.
Et donc, c'est bien la personne que vous avez rencontrée, mais qui vous a séduite et qui vous a... vous êtes en train d'ouvrir les yeux, il n'est jamais trop tard. Hein. Tout à fait. Puis c'est que des mensonges, des reproches. Alors, voyez, Jacqueline, c'est ce que dit souvent Jean-Charles Bouchou, et on est en plein dedans. Vous ne parlez que de lui. Oui. Et je pense qu'il va falloir, on va devoir faire la pause pour les infos, bien sûr, mais je pense qu'il va falloir reprendre la conversation et il va falloir que vous parliez de vous et qu'on puisse voir comment vous allez maintenant vivre votre vie. Et puis qu'on comprenne quel a été l'élément déclenchant qui vous a fait réagir. D'accord. Je pense que malheureusement, comme souvent, la maladie, mais on va voir. Hein. On vous retrouve tout de suite après les infos. Restez avec nous, Jacqueline. D'accord. Et puis, vous n'échapperez pas à la devinette du jour, Jean-Charles Bouchou. Je l'attendais avec impatience. Oui, sûrement. Pourquoi un magasin de lingerie ne peut pas faire faillite ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. C'est évident, hein. Enfin c'est évident quand on l'a peut-être la réponse. Et puis si vous aussi vous avez envie de témoigner, si vous avez peut-être quelqu'un de proche qui semblerait être sous l'emprise et que vous avez envie d'avoir l'éclairage de Jean-Charles Bouchou, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300 et on retrouve Jacqueline dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Nous évoquons les pervers narcissiques. Je précise aussi, Jean-Charles Bouchou, qu'on peut vous retrouver sur votre site si on a envie notamment de faire cette formation et pour animer des ateliers d'écriture à l'attention des victimes de violences psychologiques. Et les témoignages qu'on a eus, là, ça leur ferait beaucoup de bien de venir écrire. Voilà, donc c'est vraiment important, vous formez des gens qui peuvent à ce moment-là créer, animer des ateliers d'écriture à l'intention. C'est une grande et belle formation qui vous donne les moyens d'animer des ateliers d'écriture à l'intention des victimes de violences psychologiques. Voilà, que vous soyez déjà thérapeute ou pas d'ailleurs. Pas forcément, pas besoin d'être thérapeute, simplement il faut comprendre que l'écriture est thérapeutique, mais ça n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que si à un moment donné vous sentez que la personne que vous avez reçue aurait besoin de contacter un thérapeute, vous pouvez gentiment le lui dire, mais c'est pas à vous de le faire. Donc pas d'interprétation. Exactement. Alors la réponse à ma devinette, pourquoi un magasin de lingerie ne peut pas faire faillite ? Parce qu'il se retrouverait dans de beaux draps. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas dans un magasin de lingerie. Vous étiez pas loin. Je l'aurai un jour. Oui, pensez à la pub. Jacqueline est avec nous. Donc comme je le disais juste avant les infos, Jacqueline, vous parlez beaucoup de lui maintenant, il faut parler de vous. Oui. Qu'est-ce que je peux dire de moi, si vous voulez, je suis quelqu'un qui aime les autres. J'ai toujours essayé de m'occuper. Mais vous êtes une belle personne, sinon il se serait pas intéressé à vous. Oui, ça c'est intéressant, et c'est intéressant de le dire. Le pervers narcissique vous admire. Il vous dira toujours le contraire, mais s'il ne vous admirait pas, il ne serait pas avec vous. Oui. C'est important. Oui. Sauf que vous avez envie de partir là maintenant. Ah ben oui, là j'ai demandé le divorce. Ça a duré, ça fait 1 an que ça dure là. On arrive enfin à trouver. Enfin, il a enfin pris un avocat, donc ça devrait le faire. Mais ce que je pourrais dire, c'est que ça date depuis 2 ans que je lui fais comprendre que ça va pas. Je lui ai demandé thérapie de couple en lui disant il faut bon, qu'on Jacqueline. Vous voyez bien que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui ne vous considère pas et qui ne communique pas. Oui, tout à fait. Donc, il faut que vous entendiez ça et il faut que vous vous défendiez seul et que vous avanciez seul et que vous ne cherchiez pas à communiquer avec un thérapeute de couple ou n'importe quoi. Non, une thérapie de couple, ça ne fonctionnera pas. J'avais essayé, mais si vous voulez... mais Jacqueline, il faut que vous repreniez votre destin en main et que vous avanciez avec un peu plus de lucidité. Vous êtes avec quelqu'un qui de toute façon ne pourra pas concilier quoi que ce soit. Non, ça je sais. De toute façon, il a quelqu'un d'autre là. Il est déjà sur une autre ça c'est une bonne chose pour vous. Oui, une bonne nouvelle. Donc c'est sûr. Mais pour lui, c'est une vengeance. Mais voyez, vous reparlez de lui. Oui, je sais. Mais parce qu'il est encore dans ma tête. Il ne peut pas partir. Pourquoi il est encore dans votre tête ? Parce qu'aujourd'hui, quelque part, je lui en veux. J'ai de la colère. Je comprends pas.
Parce qu'il faut que vous reveniez à vous, Jacqueline. Oui, se recentrer sur soi et reprendre contact avec soi-même, Jacqueline. Parce que dans ce genre de relation, on s'oublie au profit de l'autre, puis l'autre, il ne demande que ça. Donc, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? On me demande souvent comment on s'en sort. Mais on s'en sort en reprenant contact avec soi-même. Alors, comment est-ce qu'on reprend contact avec soi-même? La question s'était déjà posée hier. Ça, c'est à vous de trouver. Moi, je donne toujours mes bonnes vieilles méthodes à moi, mais qui ne conviennent pas à tout le monde. Je parle de méditation, de yoga, des choses comme ça. Mais vous, c'est peut-être autre chose. Qu'est-ce qui vous fait envie, Jacqueline? Moi, c'est les randonnées. Et bon, j'ai repris, je fais de la gym. J'ai prévu de partir en rando régulièrement. Je fais du footing. Donc, ça, c'est une bonne soupape. Et puis, retrouver mes amis parce qu'ils ne m'ont pas lâché. Et je sais que je suis bien entourée. Donc, ça, c'est très, très important et ça m'aide bien. Et puis, il me secoue un petit peu parce que, comme vous dites, je parle que de lui. Il faut demander à vos amis que dès que vous parlez de lui, ils vous coupent la parole et qu'ils vous disent « Oh, Jacqueline, on revient à toi ». C'est vrai, vous avez raison. Oui, et puis la colère, vous avez le droit d'être un petit peu en colère contre vous. Et si vous avez envie d'être en colère contre l'autre, on va même pas dire lui. Eh bien, vous avez le droit de prendre une balle et puis de mettre des épingles dedans ou de faire je ne sais quoi. Faites quelque chose de symbolique, pour que votre colère elle puisse s'exprimer. Mais ne parlez pas de lui et ne tournez pas en boucle tout ce qui est négatif que vous envoyez vers lui parce que vous vous faites du mal. Oui, je sais bien. Et puis, redites-vous bien que vous êtes une belle personne, que vous êtes quelqu'un de bien et que la vie, elle va vous sourire à nouveau si vous lui souriez. Oui. Après, j'ai la chance d'être de très bonne santé même après un cancer, donc je me dis que tout doit m'arriver et tout sera meilleur quand je me serai repris en main et que j'aurai vu les choses avec beaucoup plus de lucidité, on va dire. Quand je me serai repris en main, je ne veux pas entendre ça. Quand je me reprends en main, alors. Maintenant que je me suis reprise en main. Reprise en main, d'accord. Voyez, au présent, parlez au présent, c'est important. D'accord. C'est à chacun. D'accord. Ça marche. Ça marche. Merci Jacqueline. Merci de votre témoignage. On continue avec Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Céline. Alors, vous avez vous aussi rencontré ce genre de personnage, 3 mariages. Wow. Oh dites donc, c'est jamais 203. 3 mariages, 3 pervers. 3 pervers. Voilà, c'est un brelan ça. Et je suis guérie. Très bien. Et je suis heureuse aujourd'hui. Ouais. Et je voulais témoigner. Merci de témoigner, oui. Qu'on peut guérir de tout. Oui. Qu'on peut s'en sortir. Qu'il faut croire en soi et écouter sa petite voix à l'intérieur. Vous aviez sûrement déjà, j'imagine, une enfance assez difficile pour avoir reproduit des choses difficiles. Oui. Ouais. Oui et non. J'ai des parents bienveillants. Malheureusement, j'ai mon petit frère qui est décédé de la mort subite d'une hérisson après moi. Et j'avais 3 ans. Et ma maman est tombée, je pense, en grave dépression, et j'en suis certaine. Parce que j'ai même retrouvé dans mes cahiers d'enfance où mon papa gardait tous nos cahiers d'école. Et c'est en février de l'an dernier, en leur rendant visite, que j'ai été en fait regarder dans mes cahiers pour comprendre certaines choses vis-à-vis de moi-même. C'est bien, oui, bien sûr, oui. Et j'y ai compris énormément de choses. J'ai vu que je m'ennuyais à l'école, déjà. Que j'étais très en pâte. Que je me considérais nulle en maths alors que j'étais excellente. Et à un moment donné, il y a eu une coupure dans mon enfance, en fait. C'est-à-dire que je n'ai plus eu une maman parce que ma maman n'allait pas bien. Oui, et puis on sent que vous n'avez pas été admiré comme a besoin d'être admiré un enfant. Donc, c'est exactement ça. L'enfant, il a besoin du lait maternel pour pouvoir grandir quand il est tout petit. Et puis après, il a besoin de l'amour maternel
pour se constituer. Or, une maman dépressive, elle n'est pas capable d'amour. Et l'enfant, je crois qu'il fait un raccourci, il doit se dire, donc je ne suis pas aimable. Ce qu'il faut bien entendre, et je l'avais déjà dit une fois, j'avais même donné un exemple un peu idiot. Imaginez que votre parent soit né sans bras, est-ce que vous lui reprocheriez de ne jamais vous avoir pris dans les bras? C'est exactement ça qui se joue. C'est que votre mère n'était pas capable d'amour. C'est pas vous qui n'étiez pas digne d'amour. Pardonné. Bien. C'est force de résilience. Et c'est mon grand-père de cœur qui m'a sauvée, qui m'a, qui s'est occupé de moi pendant toutes mes vacances à la ferme. C'était un être simple. Simple, attention, hein, quand je dis simple, c'est pas oui, simple dans le bon sens du terme. Oui. Mais vous voyez, Céline, c'est important, et c'est pour ceux qui nous écoutent que je dis ça pour qu'ils comprennent bien votre témoignage. Donc, vous n'étiez pas vous étiez sans doute encore une fois une très jolie personne, oui. Et puis, sauf que vous n'aviez pas une bonne estime de vous-même, vous ne vous aimiez pas beaucoup, et donc c'était facile de vous mettre sous emprise. En vous flattant un peu, et puis donc vous avez répété jusqu'à ce que enfin vous ayez pu comprendre que... il faut se bousculer, hein. J'imagine, oui, il faut remonter la pente. Il faut aller au fond de soi. Il faut vraiment, déjà accepter toutes les étapes de l'emprise. Comprendre l'emprise. Et je vous cache pas que j'ai écouté énormément de vos interviews, de tout ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait. C'est ça qui m'a aidée, parce qu'à un moment donné, j'avais pas les moyens de me payer une psychologue ou quelque chose. Donc j'ai travaillé de par moi-même. Bravo, parce que c'est pas simple. Le temps. Non, je vous confirme. Mais ça veut dire qu'il y a en vous aussi cet élan vital et cette envie de vous en sortir quand même, hein, Jean-Charles Bouchou. Oui, ça s'entend bien chez Céline. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on s'intéresse aussi à la victime, même plus qu'au pervers, c'est de voir comment c'est récurrent dans les témoignages que nous avons eus, c'est l'aspect répétition. Et chez Céline, plus encore. Elle a répété 3 fois. Et il faudra s'interroger, peut-être un jour ou pas, c'est peut-être suffisant, le travail que vous avez fait. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de répéter? Qu'est-ce que vous vous êtes fait payer? Moi, je sais que j'ai 4 petits frères et petites sœurs qui sont arrivés derrière moi. Et je pense qu'à un moment donné, ça m'a agacé de ne plus être l'enfant unique. J'ai dû nourrir vers eux des sentiments de colère ou de violence. J'imagine si un d'entre eux était mort. L'enfant de 3 ans peut se sentir responsable. Eh bien, vous avez tout compris. Je me suis sentie responsable parce qu'il me reste un souvenir unique de mon petit frère David. C'est quand ma maman, sur son lit, m'avait autorisé sur le matelas à langer, à le changer. Je n'ai que cette image. Il n'y a aucune photo de mon petit frère parce que le photographe, a eu un souci avec les films. Et cette image est restée tout le temps en tête en moi. Et petite, j'allais toujours sur la tombe de mon petit frère. Ouais, il était encore vivant quand vous le langez, j'imagine. Oui, mais pas longtemps. Il est mort 2 mois après. Oui. Mais j'étais si fière parce que, en fait, jusqu'à cette période où j'étais en relation avec ma maman, c'est-à-dire qu'elle m'avait autorisé du haut de mes 3 ans à changer la couche, à lui prendre soin, à lui remettre son body, tout ça. Enfin, c'était même pas des couches, c'était, vous savez, les couches à laver. Oui, mais je pense que c'est intéressant ce que vous a dit Jean-Charles Bouchou et puis ce que vous racontez. Parce que sont morts en même temps le petit frère et la maman. En fait, la maman aimante, la maman présente, quoi. Après ça, elle est dépressive, donc elle est plus vivante en amour. Et je pense que oui, en effet, tout ça explique bien cette répétition, etc. Peut-être que Céline s'est fait payer quelque chose. Oui, absolument. Il y a de toute façon beaucoup de masochisme chez nous, et c'est important aussi de l'accepter, de le comprendre et puis d'y travailler. Merci beaucoup en tout cas Céline pour votre témoignage, merci beaucoup. On va rêver dans un instant avec Cathy qui nous rejoint.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou, c'est le moment de rêver. Vous savez que tous les vendredis, nous interprétons comme on peut, parce qu'on n'est pas. C'est évidemment l'auditeur, ou en l'occurrence l'auditrice surtout, qui va l'interpréter son rêve. Bonjour Cathy. Bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Cathy. Alors, racontez-nous. Alors, merci de prendre ce rêve, voilà, que j'ai fait. Alors, c'est un rêve qui concerne. Il y était question en fait d'une prévision de feu. Ça commence comme ça, un feu d'incendie du village où je vivais, et d'un grand feu qui allait tout ravager. Et je devais alors prévoir mon évacuation en fait, en préparant mon sac. Alors j'avais prévu de changer celui que j'ai fait, parce que j'en ai un dans mon placard qui est toujours prêt, un petit sac d'évacuation qu'on nous conseille de faire, par celui plus grand que j'ai dans un autre endroit, mon sac à dos de voyage. Et puis je réfléchissais à tout ce que j'allais organiser dedans. Et puis je retrouvais des amis qui sont mes meilleurs amis, chez qui je cherchais l'hospitalité et où il était question que je m'y réfugie. Ils sont toujours un repère dans mes rêves, c'est marrant. On y parlait logistique et puis sauvetage. Et puis tout d'un coup, je me retrouve dans une autre scène. Je retrouve, il s'appelle Samuel, c'était un ex-copain sicilien, restaurateur, qui était d'une douceur et d'une gentillesse, qui me recevait dans sa famille, son clan. C'est dans son rêve ou c'est dans la réalité? Enfin, c'est dans votre rêve ou dans la réalité? Ça c'est mon rêve. D'accord, voilà. Donc il est d'une douceur et très gentil, d'accord. Okay. Voilà, et puis donc il me recevait dans sa famille, qui était un véritable clan, comme on peut l'imaginer, un clan sicilien qui allait me recueillir pour me sauver. Et puis alors il m'offrait un bijou en or très fin, avec une petite pierre semi-précieuse. Et il y avait d'autres femmes qui arrivaient, 2, différentes et très belles. Et il nous offrait à chacune un bijou. La pierre était différente, mais le bijou était le même. Et puis moi, c'était quoi comme bijou? Un collier, un bracelet? Alors bracelet, mais très 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 fin, et puis comme un jonc rigide, quoi, le tour. Et moi, j'avais eu la première. Je l'avais eu la première, donc, et c'était une pierre couleur feu. Et quand il a offert à une autre femme, alors il y avait une belle rousse avec une chevelure bouclée. Alors c'est marrant parce que c'est un peu ma chevelure. Longue, de rêve d'ailleurs, et vêtue de mauve et en robe dentelle. Bon, voilà. Et elle a eu une pierre bleue. Et puis je lui ai dit discrètement, au moment où je devais partir, que la bleue, c'était plus mon élément. Et alors lui, il me fait signe qu'il était OK, mais il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit qu'il verrait ça plus tard. Et puis je suis retournée chez mes amis pour me réfugier. Voilà. D'accord. Très étrange ce rêve. Alors, ce qui est intéressant quand même, d'après ce que j'ai compris, dans le village où vous êtes, il y a quand même un élément réel. Alors vous voulez dire le feu qui va... Alors, en plus, c'est une prévision de feu. C'est comme s'il y avait une alerte, il va y avoir un feu qui va tout ravager, il va y avoir un feu qui va tout ravager. Oui, mais je veux dire, dans la réalité, on vous a, dans l'endroit où vous êtes, on vous a dit d'avoir quand même un sac de survie au cas où. Oui, alors... dans la réalité, j'entends bien. Oui, dans la réalité, parce que maintenant, là, je suis dans un appartement... avec un balcon, et les pompiers qui font des exercices quelquefois nous avaient dit, vous savez, c'est bien d'avoir un petit sac avec vos papiers prêts à mettre dedans et tout, mais sinon dans mon rêve c'est le village de mon enfance. D'accord, ok. Ok. Mais j'ai un sac. Et vous changez de sac, etc. Et il y a donc ce texte Samuel qui finalement vous recueille avec beaucoup de... Alors moi je pense encore une fois qu'il y a quelque chose qui est peut-être Jean-Charles Bouchou, il faut y aller des interprétations, puis Cathy nous dira si ça lui parle ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose de très sexuel, de très charnel dans ce feu intense et puis en même temps qui fait... je crois que vous êtes partagé entre l'envie de trouver quelqu'un qui serait à la fois un très bon compagnon sexuel, et en même temps vous êtes en recherche de quelqu'un qui serait très, très doux, très... et
pour moi, le bracelet, c'est le symbole du lien. Hein. Il y a quelque chose... de l'engagement même. Hein. De l'engagement, oui. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort. Et il me semble qu'il y a quand même aussi une question de rivalité, puisqu'il y a d'autres femmes qui seraient peut-être... À la chevelure rousse qui fait penser au feu. À nouveau. Oui. Hein. Ouais. Et oui. Elle avait une chevelure, par contre, qui ressemblait à la mienne. Et c'était pas, je l'ai pas vue comme une rivale. C'est plus sur la qualité du bijou que je me suis sentie un peu. Il y en a un rouge et un bleu. Le bleu, ça serait l'eau. Alors, ça serait l'eau, voilà. Ouais. Et oui, bah oui. Mais est-ce que ça voudrait pas dire aussi, parce que parfois dans le rêve, toutes les femmes, c'est nous. Hein, est-ce que c'est pas aussi le rêve vous indique qu'il faut peut-être être un peu plus sûr de vous, que vous êtes belle et que au fond vous doutez de votre pouvoir de séduction. Ça me parle. Ça vous parle, beaucoup, ça, hein, ce que vous dites. Oui. Je crois, hein, parce qu'elle a la même chevelure que vous, elle est plus belle que vous, quoi. Donc le rêve, il vous indique peut-être un désir actuel, qu'à la fois vous avez une forte pulsion sexuelle, mais en même temps vous avez envie de beaucoup de douceur. Donc c'est assez contradictoire, mais je pense qu'il faut entendre ces deux parties de vous qui sont quand même conciliables. C'est vrai, ça me parle vraiment ce que vous dites, Brigitte. Et dans ce rêve, je me souviens très bien, elle n'est pas véritablement une rivale. Au contraire, j'aime aussi un peu les femmes aussi. Enfin, je veux dire, j'ai un regard sur elle ardent, en fait. Et elle est très sûre d'elle. Mais peut-être que Samuele, c'est une femme, hein, aussi, peut-être. C'est peut-être à la fois vous voulez le feu d'un pénis triomphant et la douceur d'une femme aimante. Hein. C'est pas non plus. Mais en tout cas, à mon avis, il est assez sexuel, ce rêve. Hein. Oui, et puis les jours qui précédaient et surtout ceux qui ont suivi, j'ai fait pas mal de rêves érotiques d'ailleurs, qui étaient avec hommes comme femmes. Donc, écoutez, prenez votre sac et allez à l'aventure. Hein. non. Oui. Pourquoi pas, oui, bien sûr. On part d'un danger au départ avec... c'est dangereux, la sexualité, l'amour, le lien, et l'engagement et Cathy. Ce qui est drôle en y repensant, Brigitte et Jean-Charles, je suis en train de me dire, mais au départ on parle d'un feu. Il y a la chevelure de feu, il y a la pierre de feu. Tiens, c'est drôle. Hein. Mais oui. Et une pierre bleue. Et puis la pierre bleue que moi j'ai, par contre, celle qui refroidit, celle qui est des profondeurs et celle qui est... oui, et le feu serait plus un symbole masculin, l'eau un symbole féminin, donc on voit bien encore la bisexualité. Ou le symbole de la passion et de l'autre côté le symbole de la tranquillité aussi. On peut abriter les deux désirs, hein, c'est pas choquant. Hein. Ah mais oui, c'est super. C'est un rêve, c'est un beau rêve, hein, c'est un rêve qui vous invite. Oui, parce qu'il est plein de belles énergies. Oui, je suis ressortie de ce rêve assez sereine, oui. J'étais bien parce que l'idée du village au départ, ça me mettait pas bien. Je sentais que c'était. Mais il y a quand même quelque chose que votre rêve indique peut-être et dont on n'a pas encore parlé. Ça se passait dans votre village de votre enfance. Ça veut dire que vous avez un tout petit peu perdu peut-être cet élan vital que vous aviez quand vous étiez enfant. Il faut peut-être un peu le retrouver. Oui. Ça vous parle, ça aussi ? Oui. Alors, il y a aussi une autre notion à prendre en compte, c'est que j'ai dû couper les liens avec mon village d'enfance et la famille qui y réside encore. Alors, il y a aussi ça. Moi, c'était là-dessus que j'étais restée au départ, mais ce que vous me dites me va bien aussi. Ouais. Oui, mais il faut retrouver ce qui était positif quand vous étiez enfant. Et bien sûr, il faut laisser le petit sac de votre enfance là-bas et prendre votre grand sac à vous, évidemment. Oh, qu'est-ce que j'aime ces interprétations-là, Brigitte. Bon voyage, Cathy. Oh, merci beaucoup à vous deux. Je vous en prie. Bon week-end. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil et on évoquera la communication sur la sexualité, justement.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, exceptionnellement, Jean-Charles Bouchou, c'est pas moi qui vais parler d'un Love Conseil, mais c'est Adrien Richard qui nous rejoint, qui est éditeur et qui va nous parler notamment de ce petit jeu, de jeu de cartes. Ça s'appelle Disculton, hein, donc vous voyez le jeu de mots. Hein. Bonjour Richard, Adrien Richard. Et bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Vous êtes éditeur donc associé de. Alors j'ai Bénédicte qui écrit comme un cochon, donc j'arrive pas à lire. Gender Games, c'est ça? Ouais. D'accord, merci. Excusez-moi. Hein. Donc bon, alors je suis pas trop fan de votre jeu, de votre grand jeu qui s'appelle Constellation. En revanche, j'aime beaucoup ce petit jeu de cartes là où qu'on tire et puis qui permet justement de parler avec son partenaire ou sa partenaire de sexualité, voilà. Oui, c'est ça. Avec ses partenaires aussi, peut-être au pluriel, quoi. Et aussi d'ouvrir la discussion entre amis déjà. Oui, ça c'est le grand jeu Constellation, qui est un jeu qui s'ouvre justement aux diverses sexualités, aux diverses formes d'amour actuelles, hein, notamment polyamour, etc. Ça vous y tenez beaucoup, j'ai bien compris, ce jeu Constellation. Mais moi j'aime beaucoup ce Disculton, parce que vous voyez, c'est une façon de communiquer de sexualité avec son partenaire. On tire une carte. Si ta sexualité était un animal, ce serait lequel, Jean-Charles Bouchou? Un tigre. Un tigre? Ah, dites donc. Bon, mieux que vous soyez au courant. Ah bah oui, je suis au courant. Oui, j'aurais pensé à un dragon, moi, mais c'est pas un animal. Décris ta vie sexuelle avec un titre de film ou de chanson, c'est joli. Ah oui. Hein, ça fait pas fonctionner un peu l'imaginaire. Voilà. Bon. Après, il y a des positions. T'es plus gymnaste ou grand classique? C'est rigolo tout ça, non? Oui, c'est marrant. Hein, raconte ton premier souvenir d'excitation. Bon, nous, à notre âge, on s'en souvient plus. Hein. C'était il y a longtemps? C'était il y a très longtemps, oui. Il y a plus d'une semaine. Non, ton premier souvenir d'excitation. Oui. Ton premier. C'était pas il y a une semaine. Ah bon? Bon, Adrien Richard, c'est vous qui êtes à l'origine de toutes ces questions? Comment ça s'est passé? Alors du coup, pour Discutons, le jeu, il a été créé avec une sexologue qui s'appelle Léa Toussaint, qui est aussi présente sur Instagram, c'est le compte Merci beaucoup. Et donc c'est elle en fait qui a regroupé toutes les questions, parce que justement sur Instagram on lui en posait souvent, et elle les a toutes regroupées, etc. comme ça pour favoriser le débat et avoir un petit jeu comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont intelligentes. Hein. La différence entre l'intimité et le sexe, c'est quoi? C'est une question intelligente, ça. C'est une question de... Ça peut emmener loin. Oui. Quel message as-tu reçu de ta famille à propos du sexe? Ça aussi, c'est une question plus intelligente. Parce que moi, là, j'avais tiré des questions un peu drôles. Oui. Et donc, il y en a, en tout cas, il y en a suffisamment. Hein, Oui, il y a 150 cartes. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a aussi des questions qui sont aussi vouées à sensibiliser autour de la sexualité. Donc, par exemple, as-tu déjà eu une IST et comment tu as géré la nouvelle? Oh oui. Etc. quoi. Plusieurs. Et oui. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez du mal à communiquer avec votre partenaire ou si vous avez envie de vous amuser ce week-end, moi je trouve que c'est tout à fait intéressant. Ça s'appelle Disculton, hein, et on peut le retrouver donc sur votre site, j'imagine. Oui, sur le site internet qui c'est playgendergames.com et sur les réseaux sociaux aussi c'est @playgendergames. Bon, et puis sur sudradio.fr vous aurez toutes ces informations parce que c'est vrai qu'à la radio c'est pas toujours facile de bien comprendre. Merci en tout cas et bravo Adrien Richard. Mais, voilà. Merci à vous. Et puis moi je vais garder toutes ces questions comme ça quand j'ai besoin de faire un love conseil je vais pouvoir piocher dedans.
Merci. Lundi, on abordera un sujet difficile avec Bruno Deval, qui est gynécologue, obstétricien, qui opère beaucoup de femmes qui ont été excisées notamment. On parlera des mutilations génitales sexuelles et on essaiera ensemble de comprendre comment on peut avancer, puisqu'il y a encore aujourd'hui des petites filles qui sont excisées en France. Oui, Jean-Charles Bouchou. C'est terrible. Ben oui, mais bon, c'est une question de culture et il faut qu'on avance tous ensemble. Et puis on va continuer à parler cul avec vous, Emma Becker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice. Oui. Je m'y fais, j'y arrive. Alors, j'ai adoré L'Inconduite, votre dernier livre que vous étiez venu nous présenter il y a déjà quelques mois, que je n'avais pas eu le temps de lire quand vous étiez venu le présenter. J'ai trouvé que c'était un livre où on peut, comme ça, presque, je dirais, je conseillerais aux femmes de l'avoir en livre de chevet. Quand elles sont un peu en panne de désir, elles ouvrent n'importe quelle page, elles en lisent quelques pages, et puis peut-être que ça peut faire revenir leur désir. Voilà ce que je peux dire de L'Inconduite. C'est vrai, Jean-Charles Bouchou, les femmes ont souvent du mal avec leur désir, et peut-être que ce livre, il est... Enfin, je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui se passent sexuellement. Vous en parlez avec une authenticité tout à fait intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Donc, L'Inconduite, vous parliez de vous. Oui. L'Inconduite, je parlais de moi et de ma difficulté à retrouver ma place de femme, de maîtresse, à trouver une place qui n'était pas juste celle de la maman, qui est un rôle que je commençais à apprendre et dont je réalisais que c'était vraiment une succession de contraintes qui faisaient que ma vie personnelle à moi semblait se réduire à peau de chagrin. Et le désir là-dedans m'apparaissait comme une renaissance, mais je me sentais tellement engluée quelque part dans ces obligations que je me suis dit que j'étais probablement pas la seule à ressentir comme ça ce nouveau boulot de la maternité. Alors là, vous êtes auteur j'y arriverai jamais. Auteur d'un roman qui s'appelle Odile. J'imagine un E à la fin, vous inquiétez pas. Odile l'été, c'est aux éditions Julliard. C'est un roman très différent parce que même si bien sûr ça parle énormément de sexualité, mais là c'est pas vous ne vous êtes pas mise en scène, si j'ai bien compris. Non, c'est-à-dire c'est quand même un livre à moi, donc vous imaginez bien que j'y ai mis beaucoup de choses personnelles que j'avais peut-être pas eu l'occasion d'évoquer. Ça m'était peut-être pas encore venu à l'esprit. Et puis quand Vanessa Springora m'a contactée et m'a parlé de ce projet de collection qu'elle avait, je me suis dit que c'était peut-être justement le moment d'évoquer quelque chose qui sortait de l'empire des hommes, du pouvoir que les hommes ont toujours eu sur moi, et de parler d'autre chose, en l'occurrence de l'initiation à la sexualité. Entre deux femmes. Voilà, exactement. Pendant l'enfance, entre deux petites filles. Parce que je trouve qu'effectivement, on vit dans un monde qui valorise énormément la bisexualité féminine, voire l'homosexualité féminine. C'est quelque chose qui apparemment fait très plaisir aux hommes, quelque chose qui ne semble pas les menacer et qu'ils ont tendance à traiter avec un rien de condescendance réjoui, comme si ça n'était pas grand-chose, alors que je trouve au contraire qu'à la lumière de ces premières étreintes avec une femme, c'est toute une sexualité qui s'en trouve quelque part formatée, avec tout un tas d'attentes, qui, quand elles sont en contact avec la sexualité masculine, la sexualité des hommes, peut-être, ce sont des attentes qu'il faut recalibrer, redessiner. Et j'avais envie surtout de me poser la question de la naissance de l'hétérosexualité. Parce que je trouve qu'on a souvent tendance à se poser cette question quand il s'avère qu'un homme préfère les hommes ou qu'une femme préfère les femmes. Mais est-ce que ce goût des femmes pour les hommes et des hommes pour les femmes, est-ce que c'est pas quelque chose finalement qui s'apprend aussi, qui nous est appris par le monde dans lequel on vit? Et je dis pas là que ça n'est qu'une éducation, mais j'aimerais savoir d'où ça vient. Si c'est si automatique que ça. Ce que proposait Freud, c'est qu'avant, je me souviens plus quel âge, 2-3 ans, l'enfant ne sait pas qu'il est une fille ou un garçon. C'est quelque chose qu'il va découvrir en le voyant visuellement. Alors, il sait qu'il est un garçon parce qu'on lui a dit, mais ça ne veut rien dire physiquement pour lui. C'est quelque chose qu'il va découvrir tardivement. Et Jung, dont nous parlions hier, justement, dit alors, le petit garçon qui découvre qu'il a un petit garçon, il perd sa part féminine.
Et il faut qu'il la retrouve. Et oui, et la petite fille qui découvre qu'elle est une petite fille perd sa part masculine que Jung appelle animus et anima. Anima pour la partie féminine et animus pour la partie masculine. Donc a priori, nous sommes filles-garçons au départ. Oui. Ah oui, non, mais et après, à un moment donné, évidemment que naturellement, normalement... C'est d'ailleurs, on a très mal compris Freud. Freud ne dit pas du tout qu'il y a que c'est biologiquement comme ça qu'on se construit. Il dit juste que on est certes biologiquement avec un organe masculin ou féminin, mais que c'est psychiquement qu'on va se construire en tant qu'homme et en tant que petit garçon ou en tant que petite fille. Et donc, pour répondre à la question, évidemment que la culture va nous inciter à nous voir comme une fille ou comme un garçon et à aller vers des garçons ou vers des filles. C'est certain qu'on est influencé par la culture. Oui, mais heureusement que vous n'avez pas su ça avant d'écrire votre livre, parce qu'il ne serait pas aussi intéressant. Hein. Je me tiens loin des lectures qui peuvent influencer ma propre écriture. Non, mais c'est vrai que la construction du genre est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais là, en l'occurrence, c'était aussi un plaisir de pouvoir décortiquer justement cette attirance que je sens pour les hommes et que je trouve absolument indomptable, pratiquement pas questionnable. Parce que dans ce lent processus de décortication comme ça, on trouve aussi souvent des raisons supplémentaires d'avoir encore plus envie d'aller vers l'autre, et parce qu'on comprend mieux soudain cet amour. Et puis voilà, en tant que fille aussi, quand je remonte dans ma biographie sexuelle, je m'aperçois que beaucoup de confrontations que j'ai pu avoir avec les hommes ont été parfois désagréables, parfois pas du tout liées à un simple plaisir sexuel. Et au bout d'un moment... Donc vous êtes comme Odile, vous êtes longtemps perdue dans votre obsession des hommes? Parce que là, je lis un passage de votre livre. Hein. Oui, mais Donc ce serait vous, Odile, alors, finalement? Parce que là, moi, comme ça, bêtement, j'ai cru que c'était l'autre, mais ce serait vous, Odile, alors? Oui, c'est les deux. C'est un dialogue que je me tiens à moi-même, avec évidemment des souvenirs d'une amie très chère qui a bel et bien existé, qui s'appelle pas du tout Odile. Et le plus gros du roman est une fiction, mais ces sentiments que j'essaie de décrire et puis ces problématiques. Mais vous vous rendez compte en ce moment, Emma Becker, que vous êtes en train d'expliquer aux hommes qu'ils ont intérêt à avoir peur de l'homosexualité féminine, hein, parce qu'une fois qu'on est entre femmes, on n'a plus besoin des hommes. Hein. Disons que oui, vous avez raison dans un certain sens. Après, je plaisante un peu. Ce qui nous attire aux hommes, je pense, c'est quelque chose qui se passe en fait d'explication. Il y a quelque chose qui ne s'explique absolument pas dans l'attirance qu'on peut avoir les uns pour les autres. Je pense qu'une partie de cette attirance est aussi peut-être fondée sur cette difficulté qu'on a à se comprendre. Il y a une part de challenge aussi là-dedans, une part de est-ce que moi je vais réussir à le pénétrer, métaphoriquement évidemment. L'adversité peut-être joue aussi un rôle là-dedans, mais c'est vrai que quand je repense à tous ces souvenirs de bonheur pur avec des femmes, je me pose la question de pourquoi ai-je tenu mordicus comme ça à aller vraiment toujours vers les hommes? Qu'est-ce que j'y trouve et qui va peut-être bien au-delà du plaisir sexuel ou de l'excitation? Donc en fait, vous avez écrit ce livre, c'est une thérapie. Une thérapie, non, pas vraiment, mais en tout cas, on va continuer votre thérapie si vous voulez, Odile, Emma Becker. Restez avec nous, on va revenir sur ce livre, Odile l'été, aux éditions Julliard. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous. Nous évoquons l'amour entre femmes, la sexualité entre femmes, parce que c'est toujours assez cru. Hein, Emma Becker, votre écriture, ça s'appelle Odile l'été, c'est aux éditions Julliard. C'est un roman, mais on a compris que quelque part vous êtes un petit peu dans ces deux femmes. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est quand vous racontez que vous avez envie quand même qu'elle ait une culotte, parce qu'il faudra l'arracher. Comme si c'était... C'est drôle. C'est mes petites marottes personnelles, parce que dans la scène que vous évoquez, il s'agit effectivement d'une scène avec plusieurs hommes, et j'ai toujours eu en moi cette espèce de c'est pas exactement un fantasme, c'est, disons, j'ai l'impression que c'est le début d'une clé, parce qu'il me semble qu'individuellement, il est toujours très facile de mépriser un homme. Et peut-être d'être un peu absente en faisant l'amour avec lui. Et j'ai l'impression qu'avec toute une multitude d'hommes, alors l'homme est réduit à son essence, si j'ose dire, même si c'est pas exactement le mot que je voudrais employer, mais disons que
un groupe d'hommes, c'est la virilité. C'est ce qu'on comprend des hommes depuis le début de l'humanité. C'est ce que les hommes voudraient être. Et entre les mains de tous ces hommes, il faudrait être finalement une proie. Et peut-être que dans cet état de proie, il y a la possibilité d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser et de ne pouvoir que ressentir. Et ça, je trouve qu'en tant que femme, c'est un challenge. Alors, est-ce que dans la multitude, l'homme est réduit à un objet à ce moment-là ? Mais peut-être qu'effectivement, c'est le moment où l'homme se transforme en objet, à savoir... oui, enfin, il est réduit à sa plus stricte Alors, expression. quand l'homme est ramené à un objet, est-ce que nous, on est sujet ? Enfin, est-ce que vous êtes sujet, pardon ? Peut-être qu'il est possible d'être deux objets de désir qui se désirent l'un l'autre. Je prends beaucoup de plaisir à être un objet de plaisir, un objet de désir, mais je trouve qu'on retire souvent aux femmes la possibilité d'être un objet de désir désirant aussi. Et est-ce qu'on se sent pas aussi parfois toute puissante quand on a justement une meute d'hommes qui vont nous pénétrer? C'est ce que disent certaines femmes. C'est pour ça qu'elles font des gangbangs, par exemple. Si, je pense, mais c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que, justement, c'est ce que je vous disais, je trouve très compliqué d'éteindre en soi la conscience, d'être là, toute nue, de ce qu'on est en train de faire, de ce à quoi on ressemble. C'est très, très difficile, je trouve, en tant que femme, de s'abandonner et donc d'atteindre l'état qui vous permet réellement de ressentir ce qu'on est en train de vous faire, qui vous permet de jouir quelque part. Ou peut-être que c'est que moi, j'en sais rien, mais il y a vraiment une partie de moi qui intellectualise toujours tout et j'ai l'impression qu'avec une meute d'hommes, comme vous le dites si bien, c'est peut-être là la possibilité de profiter de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire qui n'a pas de voix, qui n'a pas de conscience, qui n'est qu'un corps qui pénètre et qui choisit et qui décide. Oui. Je suis sans voix. Bah oui, puisque vous c'est bien ce qu'on vous demande, justement. J'ai bien compris. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, Emma Becker, c'est qu'on voit qu'il y a à la fois donc une initiation sexuelle, mais il y a aussi un peu de jalousie, c'est toute la nuance de la difficulté finalement d'une relation entre femmes qui est finalement pas si différente et pas si paisible comme on pourrait le croire. Et puis quand on grandit en tant que femme hétérosexuelle, comme c'est mon cas, enfin oui, je crois qu'on est aussi élevé dans une compétition constante entre femmes. Enfin, c'est pas, j'ai pas l'impression de découvrir le fil à couper le beurre. C'est un fait. Les femmes sont très souvent mises en compétition dans cette recherche justement du regard de l'homme. Mais je pense qu'il y a plus de rivalité entre femmes. Il y a plus de combativité entre hommes. Mais je pense qu'il y a plus de rivalité entre femmes. Oui, non. Les hommes savent lequel va gagner par avance et ils ne combattent pas en fait. Il y en a un qui est gagnant avant même le combat et l'autre passe son chemin. Oui, mais cette rivalité entre femmes, je la trouve plus sournoise dans le sens où, si vous retirez les hommes de l'équation, brusquement, les femmes n'ont strictement aucune raison d'être rivales entre elles. Elles sont au contraire pleines de bienveillance, pleines de Je ne suis pas d'accord, je ne crois pas du tout. Quand vous entendez les combats féministes actuels, c'est d'une violence. Mais parce qu'il y a encore des hommes sur la table, enfin les hommes sont encore au sujet, au on va cœur tous les castrer. Oui. Jean-Charles. Non, c'est ce que faisaient les Amazones, mais après être tombées enceintes. Bah oui. Oui. Bientôt, on n'aura même plus besoin. Il suffira d'en garder un avec quelques spermatozoïdes congelés et puis ça ira très bien comme ça. Ça ne m'a pas l'air non plus d'un monde idéal, mais... vous me rassurez. Non, ce livre-là, pour moi, c'est quand même aussi une tentative, comme toujours, de mieux se comprendre les uns les autres, je crois que... Alors, c'est drôle parce que vous avez eu besoin aussi, ça m'a surprise de vous avez eu besoin aussi de parler un peu du SM. Oui, parce que c'est toujours cette espèce de recherche d'anéantissement de la pensée. J'ai toujours cette idée que si on se retrouve à la merci comme ça d'un homme qui ne vous laisse absolument aucun choix, c'est peut-être là cette chance de salut, de pouvoir ne faire que ressentir. Mais l'expérience montre que bien souvent, ça n'est jamais que du grand guignol et qu'on trouve 1000 prétextes pour mépriser l'homme qui vous attache. Mais ça a été longtemps quelque chose que j'ai pu rechercher, enfin en tout cas qui m'intrigue beaucoup, parce que j'imaginais que c'était une porte de sortie vers une sexualité dépourvue d'intellectualisation qui empêche de jouir. Essayez le bondage, ça peut peut-être vous aider, Emma Becker. Non, mais je plaisante pas, parce que en fait là, finalement, j'entends que quelque part vous avez du mal à être dans le lâcher prise.
Oui, et je pense pas être la seule dans ce cas-là. C'est-à-dire, je vous le confirme. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui nous est pareil appris par le monde dans lequel on le vit? Moi, j'ai l'impression quand même en tant que fille qu'on est souvent très on est très tenté de faire plaisir à l'autre, de se taire, de reporter ses propres commentaires. On est moins dans cette pulsion envahissante qu'ont les hommes, et donc forcément on va être moins à l'écoute de nos propres pulsions, enfin me semble-t-il. Mais encore une fois, là, il faudrait au moins 2 heures, hein, Jean-Charles Bouchot, pour avancer. C'est un sujet absolument passionnant. Oui. Non, mais c'est pour ça que je comprends aussi ce que dit Ovidie dans son bouquin qui est sorti aussi chez Julliard, c'est-à-dire la vie qu'on peut mener auprès des hommes, enfin la vie sexuelle qu'on peut mener auprès des hommes est bien souvent quand même une vie de servitude très agréable, enfin dans laquelle on se sent aussi complété d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est mon cas. Mais la possibilité de jouir intellectuellement et celle de jouir physiquement sont 2 choses complètement différentes. Et c'est très bien de se sentir rempli intellectuellement, mais voilà, pour moi, c'est un challenge de réussir à physiquement être là suite avec cette personne. Eh bien, ce sera peut-être le propos de votre prochain livre. En tout cas, celui-ci s'appelle Odile l'été. C'est un roman qui raconte l'histoire entre 2 femmes, et c'est Emma Becker qui en est l'auteur. Merci beaucoup, Emma Becker. Merci beaucoup, Jean-Charles Bouchot. Bien volontiers. Je rappelle qu'on vous retrouve dans ce livre en poche, Les pervers narcissiques, et j'espère qu'on a aidé. Et chez Erol. Et chez Erol. Aux éditions Erol, en grand format, un livre qui a été réactualisé. Pardon, exactement. Et puis, j'espère qu'on aura aidé quelques personnes à J'ai l'impression que c'est ce qui la s'est lumière. passé. Espérons, en tout cas. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Lundi, on évoquera donc les mutilations génitales.